Un nouveau défi pour Philibert Delorme, l'architecte en charge des travaux. Il s'agit en effet de bâtir un ouvrage qui s'intègre au château existant, mais sans le dénaturer. La magnifique ouverture sur le Cher du corridor central doit en particulier être à tout prix préservée. Le corridor des Boyers était voulu comme évidemment un organe de distribution, c'était son rôle premier. Mais c'est presque une galerie finalement, avec un très beau débouché sur le Cher, puisque au bout de la façade qui s'interrompt sur les piles du moulin, eh bien, il y avait une grande ouverture qui donnait une lumière fantastique, et puis surtout un belvédère, comme on dit à l'époque italienne, qui permet de sortir finalement et de voir les eaux du Cher. Pour conserver l'apport de lumière procuré par la grande baie au bout du corridor, Philibert Delorme imagine un pont accolé à la façade sud du château des Boyers, mais légèrement décentré. Les travaux commencent en 1556. Première étape, construire les piles du futur édifice. À l'époque de la construction, le Cher, c'est une rivière dans laquelle pendant 4 mois de l'année, il n'y a pratiquement pas d'eau, globalement du mois de juin au mois de septembre, octobre. Dans des années où il ne pleut pas beaucoup, il y a très peu d'eau, donc il est assez facile de détourner le peu d'eau qui reste de façon à dégager le rocher et à construire dessus. Au début du chantier, les ouvriers commencent par détourner le courant de la rivière, vraisemblablement grâce à des petites digues de terre disposées autour des 5 zones choisies pour la construction des piles de l'ouvrage. Ils disposent ensuite les blocs de pierre qui serviront de parement aux piles. À l'intérieur de ce coffrage, du mortier et des moellons grossiers sont coulés pour solidifier le tout. Une fois les piles montées, elles sont reliées entre elles par des structures en bois, épousant la forme des arches dessinées par l'architecte. Sur ces structures, appelées des cintres, des pierres de taille sont posées une à une pour finalement former les arches du pont. Le fond rocheux permet de construire directement sur la structure. En fait, il sert d'assise de fondation, de très bonne qualité. Il ne va pas se dégrader puisqu'il est là depuis longtemps et donc ça permet de facilement maçonner et de rapidement maçonner. À l'époque, les demandes de l'architecte Philibert Delorme sont claires. Il souhaite que les arches du pont soient identiques et que leurs sommets se situent tous au même niveau pour que l'esthétique de l'ouvrage atteigne la perfection. Mais les ouvriers ne parviendront pas à satisfaire les exigences de l'architecte et on constate de très légers écarts entre les travées. La pile la plus proche du logis Boyer est 10 cm plus étroite que les deux suivantes, elle-même 7 cm plus étroite que la quatrième. Les arches du pont de Chenonceau ne sont donc pas toutes de la même taille. Une différence visible à l'œil nu, mais qui se joue à peine quelques centimètres. L'écartement entre les piles nous laisse tous interrogateurs. Pourquoi le pont n'est pas un pont à arches régulières et plutôt un pont à arches complètement dissymétriques? Une des explications peut être, vraisemblablement, ils ont construit sur des affleurements rocheux plus faciles à récupérer que d'autres. Les ouvriers auraient donc dû composer avec le lit irrégulier de la rivière pour construire les arches. Des difficultés qui retardent considérablement le chantier. Ce n'est finalement qu'en 1559 que le pont est enfin terminé. Long de 60 mètres et large de 5,85 m, il est terminé au sud par un châtelet à tourelles, assorti d'un pont-levis. Le pari de Diane de Poitiers est réussi. Le pont est devenu un élément à part entière du château, sans dénaturer l'allure de l'édifice bâti par les Boyers. Mais la maîtresse du roi n'aura pas le temps de construire le jardin qu'elle avait imaginé sur la rive gauche du Cher. Le 10 juillet 1559, quelques mois à peine après l'achèvement du pont, son amant, le roi Henri II, est tué lors d'un tournoi. Pour Catherine de Médicis, la femme d'Henri II,
si longtemps dans l'ombre de sa rivale, l'heure de la revanche a sonné. À la mort d'Henri II, Diane de Poitiers tombe en disgrâce, c'était la maîtresse du roi, donc le roi décédé, elle n'a plus lieu d'être là. Catherine de Médicis, qui devient régente, reprend le pouvoir, la chasse de la cour, et l'oblige plus ou moins à échanger le château de Chenonceau contre le château de Chaumont. Diane a beau expliquer qu'il y a un acte qui prouve qu'elle l'a acheté, etc. Catherine insiste et Catherine récupère le château. Ce n'est pas une confiscation, car elle récupère le château en l'échangeant contre un autre. Ce n'est même pas une mauvaise affaire pour Diane, car le domaine de Chaumont a plus de valeur parce qu'il est plus étendu que le domaine de Chenonceau. Donc économiquement, Diane est gagnante, mais symboliquement, Chaumont, ce n'est pas Chenonceau. Catherine marque là que maintenant, c'est elle qui a la situation en main. À la mort de son mari, Catherine de Médicis prend les rênes du royaume, ses fils étant trop jeunes pour régner. Elle hérite alors d'un contexte troublé, où catholiques et protestants se déchirent pour le pouvoir. Une période marquée par le massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572, au cours duquel des milliers de protestants seront assassinés. Mais malgré cette période de tensions extrêmes au sein du royaume, pour Catherine de Médicis, le château de Chenonceau va rester un lieu à part, où se rassembler et se divertir est encore possible. Catherine de Médicis, le maître mot de sa politique, c'est la conciliation. Et donc, elle oppose au désordre extrême une image de paix et de concorde. Et elle ne va cesser de faire jouer à Chenonceau pendant toutes les guerres de religion cette fonction de conciliation. Sans arrêt, le château est pensé comme un château de réconciliation politique. Chenonceau, c'est un château qui n'a pas de sang sur les pierres. Catherine de Médicis affectionne particulièrement Chenonceau et a de grands projets pour son château. D'abord, elle se lance dans la construction de 2 jardins. Le premier est situé à l'ouest du château et s'étend sur 5500 mètres carrés. Le second est construit sur l'autre rive du Cher, dans le prolongement de l'axe du pont. Aujourd'hui, seul le premier situé sur la rive droite du Cher existe encore. Le second a été recouvert d'une forêt. Mais la reine est issue d'une famille de bâtisseurs. Son ambition pour Chenonceau ne va pas se limiter au jardin. Catherine de Médicis veut faire de Chenonceau un véritable château royal, c'est-à-dire un château qui soit capable d'accueillir la cour. Une cour qu'elle souhaite grosse, c'est-à-dire dont les effectifs doivent grandir. Par conséquent, il faut dans ce château de Chenonceau dégager des espaces qui permettent de créer des logements pour les courtisans ou des espaces de réception pour ces divertissements. L'idée, c'est donc, à partir du pont qui a été lancé sur le Cher, de coiffer ce pont par, non pas une, mais 2 galeries superposées avec de hauts combles pour terminer. Catherine voit donc les choses en grand. Il s'agit de bâtir 2 galeries superposées de 60 mètres de long et près de 6 mètres de large, coiffées d'un comble au toit en ardoise. Le projet est sans équivalent à l'époque et va une fois encore mobiliser beaucoup de main-d'œuvre. Pour s'élever progressivement au-dessus du pont, les ouvriers construisent de grands échafaudages en bois. Aujourd'hui encore, on peut distinguer les vestiges de ces constructions d'antan. De petits trous dans les murs de pierre, appelés trous de boulins. C'est là que l'on encastrait les perches horizontales sur lesquelles venaient se poser les planches de l'échafaudage. Mais le principal défi pour les artisans était de hisser ces pierres de plusieurs centaines de kilos depuis les berges. On a peu de traces, si ce n'est par des gravures ou par des écrits, des moyens de levage.
Mais toutes ces pierres, elles ne sont pas portées à la main, absolument pas, c'est impossible. Tout en haut, sur les grandes cheminées, sont des morceaux qui doivent peser 350 kg. Et donc il faut bien se dire qu'ils ne sont pas arrivés sur le dos de qui que ce soit. Ils ont forcément été montés. D'après les spécialistes, les artisans ont très certainement utilisé ce que l'on appelle des chèvres, des engins de levage considérés comme les ancêtres des grues. Utilisées depuis l'Antiquité, les chèvres sont constituées de plusieurs poutres disposées en triangle, au sommet desquelles se trouvent plusieurs poulies. De cette manière, les forces sont démultipliées et un homme seul tirant la corde peut soulever une charge conséquente. Le but, il est d'arriver à ce qu'une personne seule ou que 2 personnes puissent lever des poids allant de 500 à 800 kg. Et avec surtout l'intérêt que ces éléments de grue soient peu sophistiqués et de pouvoir les déplacer facilement.